Bonjour, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Donc tout d'abord, je suis un petit peu malade, donc désolé pour ma voix cassée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Caroline Dubois, qui est une spécialiste du 100 km et de course de montagne. Donc pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Caroline Dubois, elle a couru le 100 km en 8 heures 14 minutes et 19 secondes. C'est son record personnel, ça fait une moyenne d'environ 12,2 km/h sur le 100 km, c'est vraiment pas mal. Également, pour l'année 2011, tu es la 25e performance mondiale sur la distance du 100 km. Et tu vas préparer les championnats du monde et d'Europe du 100 km en Italie. Donc je vais laisser se présenter Caroline pour qu'elle nous explique un petit peu de ses débuts en course à pied jusqu'à aujourd'hui son parcours. Salut Caroline. Salut Maxence. Alors j'ai 28 ans et j'ai commencé la course à pied à 18 ans dans un petit club en Haute-Savoie à Cluses qui s'appelait Cluses Athlétisme. Donc je suis arrivée au club pour essayer de toucher un peu à tout, aussi bien les lancers, le saut que le demi-fond. Mais le fond m'a rattrapé plus vite que prévu et j'ai tout de suite commencé à faire des courses en montagne. Donc d'assez longue distance, j'ai commencé par le cross du Mont Blanc de 21 km, tout en montée, et puis ça a bien accroché, donc j'ai continué dans cette voie et j'ai laissé tomber les lancers et tout le reste. D'accord, donc tu as commencé il y a 10 ans, Voilà. Au départ c'était une petite course locale, ou qu'est-ce qui t'a poussé justement, comment tu as commencé à courir? En fait, je faisais déjà beaucoup de rando, donc la course en montagne, c'est venu tout de suite en fait, comme un instinct. Donc j'ai commencé directement par le cross du Mont Blanc, qui est quand même une course assez réputée chez nous. Ouais, exactement. Donc je l'ai gagné en junior. Donc j'y suis retournée l'année d'après, j'ai regagné en junior. Après je l'ai gagné en espoir et puis après je suis arrivée sur Marseille. Et là j'ai commencé à faire des courses un peu plus populaires, d'autres trails par ici, comme le trail du Ventoux, le trail de la Sainte-Victoire. D'accord. Et puis après j'ai voulu aller voir toujours plus loin ce qui se passait. Donc j'ai tenté en 2010 mon premier 100 km. D'accord. Et puis voilà, tout est parti de là. Et justement, par rapport à une distance quand même qui est impressionnante, le 100 km, ça effraie un petit peu énormément d'athlètes. Toi, justement, comment tu t'es préparé et comment c'était venu à l'idée de courir une telle distance? Parce que 100 km, c'est quand même quasiment 2 marathons et demi. C'est impressionnant. Ouais, moi je le vois pas comme ça en fait. J'ai appris à dédramatiser la distance, ce qui fait que je peux parler d'un 100 km comme d'un 10 km. Je me rends pas compte des kilomètres en fait. Par contre pour le premier j'étais très très mal préparée et j'ai souffert. D'accord. Mais bon, maintenant avec la prépa, avec mon entraîneur qui est derrière, qui me fait des plans de qualité, j'arrive à arriver au bout dans un état correct. D'accord, j'imagine. Et justement, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton quotidien de course à pied pour arriver à préparer un 100 km par exemple? Alors c'est beaucoup Quels sont les d'entraînement. différents types d'entraînement, si tu peux nous expliquer une semaine type Ouais, une que semaine tu type. effectues? Alors déjà, il faut savoir qu'il faut pas mal de temps pour préparer un 100 km. Ça demande beaucoup d'entraînement et pas mal de sacrifices. Donc la semaine type, c'est environ 150-190 km de course à pied, avec en plus une huitaine d'heures de vélo, entre 8 et 10 heures de vélo. Donc semaine type, c'est 30 km par jour, souvent 2 fois par jour, donc en 2 fois. Donc ça peut être 1 heure de vélo le matin, après 1 heure, 1h30 de course à pied. Et le soir, rebelote. Donc 1 heure, 1h30 de course à pied, 1 heure vélo. Et après, donc dedans, il y a du volume, mais il y a aussi de la qualité. Donc dans la semaine, il y aura toujours une séance de VMA.
D'accord. qui pourra soit être faite sur piste ou en nature, type fartlek, et donc une séance à l'heure spécifique qui va commencer à 20 km et puis dans les périodes de grosse prépa qui va atteindre 50 km. Donc une sortie à vitesse 100 km dans les conditions de la course avec ravitaillement. Et une séance de MA, donc d'endurance maximale aérobie. Donc ça peut être des 3 fois 3000, 3 fois 4000, 2 fois 5000, à une allure proche de celle du marathon, donc dans les 15-5 km/h. D'accord, donc très beau programme chaque semaine et environ à combien de kilomètres du coup chaque semaine Entre tu cours 150 et 180. Donc pour les grosses semaines de 20 à 30 km par jour. Ouais. Ce qui est quand même assez impressionnant vu de l'extérieur de courir entre 20 et 30 km, mais comme tu l'as dit précédemment, tu dédramatises complètement la distance. Voilà. Et justement, au quotidien, tu prends énormément de plaisir en courant. Tout à fait. Le plaisir passe avant tout. Et généralement, en athlétisme, il y a deux catégories de personnes. Il y a énormément de coureurs qui préconisent les étirements, d'autres qui n'en font quasiment jamais. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais et est-ce que tu fais des étirements dans ton cas de figure par rapport aux 100 km? Alors moi, je vais être la mauvaise élève. Quel est ton point de vue? Je fais pas du tout d'étirements et je suis plutôt contre les étirements quand il s'agit de les faire après une séance ou avant une compétition, encore pire. Par contre, ce que je fais pas, mais ce que je préconiserais, ce serait de faire une séance de souplesse et stretching une fois dans la semaine. Donc consacrer 1 heure où on fait qu'un footing d'un quart d'heure, 20 minutes. Et après faire une bonne séance d'étirement, de stretching pour vraiment le bien-être musculaire. Bon, je le fais pas, je pourrais le faire, mais voilà. Je pense pas que les étirements permettent de moins se blesser ou autre chose. Je pense que ça c'est n'importe quoi. Et je serais plus du point de vue du regretté Gilles Cometti, qui avait plutôt cette vision-là, que ça ne servait à rien de s'étirer après les grosses séances, puisqu'on détruisait encore plus la flux musculaire, ou avant les compétitions, puisqu'on perdait un peu d'influx nerveux, de temps de réaction. Donc voilà. Par contre, une séance de stretching ou de souplesse, faite dans le but d'un bien-être musculaire, pourquoi pas. D'accord. Donc, est-ce que tu as des courbatures justement en ne faisant jamais d'étirement? Ben non. Rien du tout. Rien du tout. C'est pas les étirements là c'est impressionnant. Qui vont faire que tu n'as pas de courbature en fait. Donc c'est déjà, il y a 2 types de courbatures. Donc il y en a une qui est due à la mauvaise hydratation, qui arrive généralement très vite après l'effort. Puis il y a celle due à la casse musculaire qui arrive dans les 48 heures après. Mais l'étirement, si on a de la casse musculaire, va encore dupliquer les courbatures. Donc en fait on croit à tort que l'étirement va enlever les courbatures, mais c'est faux. D'accord. Voilà. C'est est-ce que tu es adapté ou pas qui va faire que tu vas être courbaturé ou pas. D'accord. Moi personnellement, je fais des étirements parce que je trouve qu'il y a les bienfaits. Toutefois, comme souvent, ce que je préconise, c'est de faire une semaine sans étirement, une semaine avec des étirements, et ensuite choisir ce qui nous correspond le mieux. Et également une autre question en parallèle. Est-ce que tu fais énormément de récupération par rapport à la fin de tes entraînements, justement pour arriver à enchaîner au quotidien tes différents entraînements? Alors moi je fais beaucoup de récupération sur vélo. Donc moi le vélo me fait récupérer, donc sur vélo d'appart, là maintenant que les beaux jours arrivent à l'extérieur. D'accord. Donc vraiment, mais dans le but de faire dérouler les jambes, sans mettre de force, juste pour faire dérouler, moi ça me fait bien récupérer. Après, d'autres trouveront que c'est un effort supplémentaire, moi ça m'aide à récupérer. Et après, je fais quelques séances de kiné avec de la pressothérapie, donc c'est des sortes de grosses bottes, de grosses chaussettes qui se gonflent et se dégonflent. Et c'est pas mal pour la récup. Et après un peu de massage.
Voilà, mais rien d'exceptionnel non plus, quoi. Et est-ce que c'est l'équivalent un petit peu des chaussettes de contention quand tu vas au kiné et, qui te fait l'exercice que tu viens d'évoquer? Ouais, c'est pas tout à fait pareil quand même. Est-ce que tu utilises justement des chaussettes de contention ou Non. jamais? En fait, j'en utilisais, mais je trouvais que c'était pire que ça. Tu Donc, t'es aperçu que ça te faisait un effet néfaste? Ouais, c'était vraiment pas terrible. Soit ça sert trop, soit ça sert pas assez. Et je pense qu'il faut utiliser ça vraiment avec précaution. D'accord. Personnellement, j'ai jamais utilisé de chaussettes de contention. J'entends un petit peu ce que tu me dis généralement. Alors, il y a deux cas de figure. Soit ça vous correspond exactement, ou soit malheureusement c'est un petit peu ça. Ça nous sert un peu trop, on ne se sent pas à l'aise dedans, etc. Donc c'est pareil, essayer un petit peu une fois pour tester éventuellement, mais ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir des chaussettes de contention pour effectuer de la récupération. Alors également, lorsque l'on est coureur et qu'on pratique très longtemps la course à pied, malheureusement il y a de grandes chances d'être confronté à une blessure. C'est comme ça, c'est le domaine du sport et de la course à pied. Et toi justement, tu as été blessé l'année dernière. Je voulais un petit peu que tu nous évoques, ton ressenti, et deux, comment revenir après une blessure ou après une grave blessure. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête et comment justement on fait pour retrouver son niveau antérieur? Alors, c'est une bonne question. Donc, moi, je me suis blessée au mois d'août dernier, un mois avant les championnats du monde de 100 km. Donc, c'était vraiment dans un contexte particulier, avec toute la pression qu'il y avait autour. Donc, c'était vraiment pas de chance pour le coup, parce que je m'étais jamais blessée avant, et bon, ça tombe toujours au mauvais moment. Donc, là, pour le coup, on doute vraiment. Donc là, c'est un peu comme si on te mettait un coup de massue sur la tête. Bon, t'as des gens qui te soutiennent, donc ça va. Puis t'en as d'autres qui profitent justement de ce moment-là pour t'enfoncer. Pour t'assommer voilà. Définitivement. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est assez dur et puis c'est galère, quoi. C'est galère. Donc après, pour revenir, déjà quand on est blessé, il faut essayer de maintenir un maximum une activité. Donc moi j'avais de la chance de pouvoir nager avec un pool ou de faire un peu de vélo. Donc ça a permis d'entretenir un peu, mais bon, un mois sans course à pied, ça laisse quand même des traces. Donc j'ai pu quand même reprendre assez facilement, puisqu'un mois et demi après, j'ai pu faire le 100 km de Royan et ma meilleure performance en 8h14. Donc on peut dire que je suis quand même revenue assez vite. Bon, il faut être patient, il ne faut pas vouloir charger trop vite d'entrée, faire tout de suite trop de volume et trop d'intensité. Il faut vraiment être patient et reprendre doucement, quoi. Laisser le temps, laisser venir, essayer d'écouter ses sensations. Et puis on dit que un mois blessé, on met à peu près la moitié de temps pour revenir. Donc 15 jours pour retrouver son ancien niveau. Quoi. Si on s'arrête 6 mois, il faut 3 mois, donc c'est un peu plus long. Donc voilà, bon, j'ai fait Royan, mais à Royan, je me suis de nouveau blessée au même endroit. Donc il a fallu réattendre 6 semaines après Royan pour pouvoir reprendre la course à pied. Mais bon, si on suit les règles de précaution, ça se passe bien. D'accord. Donc, tu as eu juste 2 blessures assez importantes. Ouais. Une, malheureusement, avant les championnats du monde l'année dernière. Voilà. Et une autre après ton record personnel sur 100 km à Royan. C'est ça. Là, dans ta blessure que tu as évoquée avant les championnats du monde, est-ce que c'était déjà traversé l'esprit de te dire j'arrête l'athlétisme ou est-ce que ça t'a traversé l'esprit et est-ce que tu as pensé à arrêter de courir? Franchement, non. Non, je savais que ça faisait partie du jeu et que ça allait m'arriver un jour. Je savais pas quand, mais je savais que ça allait me tomber dessus parce que c'était pas possible, 10 ans sans blessure. Je savais que j'étais pas invincible, quoi. Donc c'est arrivé au mauvais moment, mais je savais que j'allais rebondir après. Donc
Et puis bon, je sais que j'étais jeune pour la distance et que j'ai encore le temps. Donc voilà, il faut aussi d'être un peu philosophe et puis d'aller de l'avant, quoi. Si on baisse les bras la première blessure, on va pas aller très loin. Ah bah exactement. Surtout quand on est une adepte de 100 km, je pense qu'il faut avoir du mental pour persévérer et puis s'améliorer. Tout à fait. Et une question qui vous vient sûrement à l'esprit, qui me vient également à l'esprit, comment tu fais mentalement et psychologiquement pour être au quotidien au top et vouloir aller t'entraîner puisque c'est quand même une discipline extrêmement difficile, le 100 km avec des entraînements très très poussés comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Comment tu fais pour justement mentalement ne pas sombrer ou toujours être positive, toujours avoir l'enthousiasme de courir comment tu fais? Déjà, il y a beaucoup de plaisir. Le jour où le plaisir s'arrêtera, je pense que j'arrêterai de courir. Il faut vraiment que je fasse ça pour le plaisir. Et après, il y a des jours, c'est plus ou moins facile. Hein. Il y a des jours, il pleut, il y a des jours, il y a beaucoup de vent, on n'a pas trop envie, on est un peu fatigué. Mais bon, on trouve toujours quelque chose qui nous fait y aller. On pense à des anciennes perfs, on pense à ce qu'on veut faire, les futurs objectifs. On pense à son entraîneur qui a préparé le plan et on se dit, il a quand même pas bossé pour rien. Donc au final, on chausse toujours les chaussures et puis une fois qu'on est parti, c'est bon. Le premier kilomètre est le plus dur et puis après, quand on est lancé, la séance se déroule bien. Ah exactement, tu as évoqué vraiment une notion fondamentale pour la course à pied, pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment de prendre du plaisir en courant. Parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose, entre guillemets, à contre-cœur, ça vient tout de suite, entre guillemets, l'enfer et c'est extrêmement dur d'arriver à faire les objectifs qu'on s'est fixés. Et pour tous les débutants qui nous regardent, quels conseils donnerais-tu pour justement qu'ils se lancent dans la course à pied? Là, ils doivent peut-être être effrayés, entre guillemets, de se dire « Oula, 100 km, si je cours déjà 5 km, ce sera déjà bien ». Justement, quels conseils tu pourrais leur donner pour se lancer dès demain dans la course au pied ou courir? Alors, j'entraîne pas mal de débutants, donc c'est une question que je connais bien. Alors, pour tous les débutants, déjà, je leur conseillerais de commencer doucement. Donc, ne pas hésiter à commencer les entraînements en marchant, puis alterner course et marche, et puis petit à petit augmenter le temps de course par rapport au temps de marche. Pour après, au bout de 10-12 semaines, arriver à courir 30 minutes non-stop. Mais il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Le deuxième conseil, c'est la régularité. Ne pas venir courir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça ne servira à rien. Mais commencer à s'entraîner directement 2-3 fois par semaine pour commencer à avoir des résultats assez rapidement. Voilà, et puis le troisième conseil, ce serait de bien vous équiper, de prendre des bonnes chaussures, des bons vêtements, des bons sous-vêtements, surtout pour les femmes, pour être bien protégées, bien équipées. Et voilà, après le plaisir suivra et puis vous deviendrez un peu drogué. Voilà. Exactement. Souvent, là, comme tu l'as évoqué, l'objectif principal est d'essayer d'avoir une continuité et surtout une régularité. Parce que la plupart des gens, malheureusement, dès que c'est le printemps, il y a l'enthousiasme qui est assez profond. Ils veulent courir 4 fois par semaine. Et dès que l'hiver arrive, ils ne vont plus courir pendant 2 mois. Donc c'est mieux de courir ne serait-ce que 2 fois par semaine, mais d'avoir une constance et que ce soit toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il fasse du vent, qu'il fasse du soleil, etc. Ouais, tout à fait. C'est vraiment la clé de la réussite, c'est la régularité. Et puis après, augmenter le volume et l'intensité au fur et à mesure. Donc c'est surtout la régularité qui va payer. D'accord. Et surtout, si vous voulez courir,
L'avantage numéro un, c'est que le coût est quand même assez dérisoire, mis à part une bonne paire de running qui va vous coûter environ 100 euros. Logiquement, vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre armoire pour aller courir dès demain. Il y a de grandes chances que vous ayez au moins un short, au moins un t-shirt, au moins un coupe-vent et une paire de chaussures, une montre et puis c'est parti. Et c'est parti pour le début de l'aventure. C'est ça, et après on peut aller très très loin. Juste prenez du plaisir et petit à petit vous allez vraiment être heureux de courir. Et qu'est-ce que tu ressens toi par le simple fait de courir? L'aventure, la liberté Ouais, moi j'aime bien une petite phrase qui dit que courir c'est prendre le temps de réfléchir. Donc pour moi, quand je pars courir, j'oublie tout. Je pense qu'à mon plaisir de courir, à ce que j'ai envie de faire en courant et j'oublie tout le quotidien, si j'ai des soucis, s'il y a autre chose qui se passe, si j'ai du travail après et que je me dis mais comment je vais faire pour tout faire. J'oublie tout, c'est mon moment à moi et voilà, je pense qu'à la course et à mon plaisir. Non, mais exactement. C'est ça qui est bien aussi de courir. Ça permet, si vous êtes stressé ou si vous avez des soucis, d'évacuer toute votre énergie, tous vos problèmes et de ressentir un bien-être, je pense. C'est ça. Et après, donc, on sécrète des endorphines et ça devient vraiment une drogue. On se sent vraiment bien après et à chaque fois, on a envie de retrouver cet état de plénitude. Donc c'est un peu un cercle vicieux, il faut faire attention quand même. Et pour tous les coureurs comme moi qui ont un niveau intermédiaire en course à pied, quels conseils tu pourrais nous donner pour qu'on arrive à obtenir les mêmes résultats que toi et pouvoir réaliser des choses assez merveilleuses dans la course à pied? Déjà, je pense qu'il faut bien s'entourer, avoir un bon entraîneur qui fait des bons plans mais personnalisés, qui sont adaptés à chacun et pas des plans... Pas des plans collectifs. Ouais, voilà, qui peuvent convenir à tout le monde, mais vraiment personnalisés, où on travaille les bonnes allures. Et voilà, après je vous conseillerais de travailler aussi au cardio, pour bien se connaître, travailler les allures où on a un peu plus de mal. Et puis après, beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience, parce que les résultats... Quand on est débutant, on progresse très vite. Quand on a déjà un bon niveau, on progresse beaucoup moins vite. Donc il faut être très patient et toujours les mêmes principes, progressivité, régularité. Donc toujours augmenter progressivement en volume et en intensité. Et voilà, et après, il y a une petite part de génétique aussi et de mental qui fait qu'on est un champion ou pas. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas toujours choisir. D'accord. Et tu l'estimerais à combien la part de mental pour une réussite dans la course à pied? Le mental est très important en course à pied, parce que moi j'ai vu beaucoup d'athlètes qui étaient bien plus forts que moi aux entraînements, mais qui n'étaient jamais en compétition. Donc je pense qu'il y a 40% de mental et 60% de capacité physique. Et plus c'est long et plus il faut du mental pour résister à la douleur. Je suppose, dans ton cas de figure, ça doit être extrêmement difficile à partir du 75e, 80e kilomètre. Ouais, c'est ça. C'est au 75e, la course commence. Donc avant, c'est un peu la marche d'approche, comme une rando. Et puis à partir du 75e, c'est la montée au sommet. Donc c'est là que tout commence en fait. Avant, c'est la marche d'approche, c'est le footing. Et puis après, au 75e, ça commence à se corser. On commence à avoir mal un peu partout. On commence à être moins bien énergétiquement. Donc c'est là que tout se joue en fait. D'accord, j'imagine. Et tu as eu l'opportunité d'aller au Kenya fin décembre 2011 pour un stage de 28 jours avec les meilleurs mondiaux comme Paola Radcliffe qui est la recordman du monde du marathon. Tu as également vu Mo Farah, etc. Tu as pu t'entraîner avec des athlètes
de très très haut niveau, l'élite mondiale. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton séjour au Kenya, ce que tu en as retiré, quels étaient un petit peu ton quotidien, et est-ce que tu penses que grâce à un stage par exemple au Kenya, ça va te permettre vraiment de faire quelque chose de grandiose pour l'année 2012? Alors, ouais, j'ai eu la chance de partir au Kenya avec mon entraîneur et une partie de ses athlètes. Donc il y avait des triathlètes, Fred Bellor, international en triathlon. Il y avait champion de France de cross 2011, Mourad Andoni. Hassan Chadi qui fait second. Voilà, et puis pas mal de coureurs de bon niveau. Après il y avait des Anglais sur place, Mofara, Polar Radcliffe. Donc il y avait vraiment du bon monde. Il y avait des parcours magnifiques sur le haut plateau puisqu'on était à 2500 mètres d'altitude. Donc ça permet de bien travailler. Et puis quand on redescend après sur Marseille, on est vraiment très bien. Donc après la journée type, c'était 6 heures footing à jeun. Donc d'environ 15 km. Petit déj, 10 heures on repartait. Donc de nouveau footing ou séance sur le stade ou en fartlek en nature. Donc environ encore une quinzaine de kilomètres. Après le repas, petite détente l'après-midi, puis à 5 heures, dernier entraînement de la journée. Donc soit vélo, soit de nouveau course à pied. Voilà, avec un peu de PPG, un peu de renforcement. Et puis voilà, on était bien content que la journée se termine pour pouvoir aller se coucher. Et voilà, c'était un perpétuel recommencement, mais enfin là-bas, il y a une telle culture de la course à pied qu'on y va vraiment avec plaisir. Donc on côtoie vraiment beaucoup de gens et puis il y a vraiment un tel vivier d'athlètes que ça court dans tous les sens. Tout le monde court en fait. Nous, on a tous des voitures, là-bas, ils ont tous des gens qui courent. Là, tu voyais plein de jeunes de partout qui faisaient que courir. Eux, c'est la chance de leur vie de courir. Donc ils tentent tous la course à pied. Soit ça marche pas. Mais au moins ils auront tenté. C'est la seule chance de sortir de la misère en fait. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de Kenyans. Là, j'ai vu qu'il y a 340 Kenyans qui ont réussi les minima pour les JO. 340 Kenyans. Voilà. Nous, on a 2 Français et une Française. Ouais, donc logiquement, s'ils voulaient, ils pourraient faire un championnat du monde Kenya-Éthiopie contre le reste du monde. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment énorme. Enfin, c'est dur de s'imaginer ça quand même. D'accord. Et c'était des jeunes de 7 ans, 6 ans déjà qui couraient. Alors, on a eu de la chance, c'est que la veille de Noël, le 24 décembre, il y avait une course qui était organisée à Iten, où on était, dans le centre d'entraînement. Et en fait, c'était une course réservée aux femmes et aux enfants. Et donc, il y avait des enfants de 4 ans, 3-4 ans qui couraient. Mais alors, ils ne faisaient pas comme nous. Les enfants, ils font 600 mètres en France à 6 ans. Eux, ils faisaient directement 5 km vallonnés. Ah ouais, quand même. Donc, tout le monde partait en même temps. Et il y avait un monde fou. Les femmes couraient en jupe, pieds nus. Et tout le monde faisait la course. Toutes les femmes de ménage, toutes les femmes qui tenaient des commerces. Elles étaient montrées du doigt si elles ne faisaient pas la course. Donc là-bas, tout le monde court. C'est vraiment... c'est une culture. D'accord. Pour résumer, tu faisais environ 2 à 3 entraînements par jour. Ouais, c'est ça. Et tu as fait donc, durant les 28 jours de stage, combien de kilomètres à peu près? Alors en un mois, j'ai fait 650 km, environ 40 heures de vélo. Voilà, donc gros stage. D'accord. Ton séjour a transformé ta vie, entre guillemets, au Kenya. Ça t'a marqué mentalement là, par rapport à ce que tu viens de me dire juste avant. Tous ces enfants, toutes ces personnes qui courent, ou entre guillemets, on est mal vu si on ne court pas, ce qui est quand même impressionnant. Je pense que ça a dû te marquer. Puis les hauts plateaux où tu as dû être vers plus de 3000 mètres d'altitude. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment une expérience inoubliable. Et j'espère qu'une chose, c'est pouvoir y retourner
le plus vite possible. Parce que j'ai vraiment aimé, et puis cette ambiance, cette culture, tous ces enfants qui crient dès qu'ils nous voient passer. C'est vraiment inoubliable. C'est le voyage d'une vie, je pense, et j'espère qu'il se renouvellera bientôt. D'accord. J'avais déjà interviewé Antoine Dewille, qui est le champion de France du 3000 mètres steeple en 2008. Il avait eu également la chance de faire un stage en Éthiopie, et il me disait un petit peu la même chose que toi, qu'il y avait une immense culture de la course à pied dans ce pays-là, et qu'il avait qu'une envie, c'était d'y retourner, puisque ça change une vie, et se former auprès des meilleurs, ça permet de progresser, et je pense qu'on est stimulé pour aller encore plus loin dans ses rêves et dans ses objectifs. Ouais, tout à fait, ça donne vraiment envie de... Ça t'a stimulé pour aller encore ça te booste plus et loin. ouais, tout à fait. Et pour finir sur une dernière question, quel est ton objectif sur le 100 km ou tes projets là pour cette année 2012? Alors voilà, déjà premier objectif, le 22 avril, les championnats du monde de 100 km. Donc j'aimerais descendre sous les 8 heures. Donc là, tu serais dans le top 15, top 20 mondial, Ouais, sur un logiquement. championnat, on sait pas, mais le top 15 est accessible. Bon, je m'entraîne pour, donc j'espère que ça va payer, on verra. Et puis après, j'aimerais bien repartir sur la montagne, donc faire les championnats de France de montagne fin mai. Pourquoi pas espérer une sélection pour les Europes. Bon, si ça marche pas, je ferai la course de sélection en août, qui est tout en montée, qualificatif pour les mondiaux, donc ça me conviendra plus. Et puis après, en fin d'année, j'aimerais bien faire les Templiers. D'accord. Voilà, et j'ai un petit rêve de gagner les Templiers, donc on va essayer de faire en sorte d'être bien placé. Un podium, ce serait déjà très bien. Logiquement, j'espère de tout cœur que les championnats du monde avec l'équipe de France se passera à merveille. Et également pour toutes les personnes qui souhaitent retrouver l'actualité de ton blog, de ce que tu fais dans la course à pied, on peut te retrouver sur carolinedubois.com. C'est ça, www.caroline-dubois.com, vous pouvez me suivre en direct, je le mets régulièrement à jour. Et comme ça, on saura un petit peu l'évolution pour savoir si tu as arrivé à réaliser tes objectifs. Voilà. Donc j'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. À bientôt. Tchuss.